Excellent après-midi. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, votre talk de fin d'après-midi, 16h-18h, c'est le Grand Forum, ravi de vous retrouver en ce jeudi sur France Maghreb 2, bien entendu, jusqu'à 18h, avec aujourd'hui, on devrait avoir un trio de choc aujourd'hui, un parmi trois est arrivé déjà, quelques retards pour d'autres, évidemment ça devient compliqué de circuler dans Paris, je vous l'accorde messieurs dames, mais monsieur Ali, tel un bon directeur commercial, est toujours à l'heure. Comment ça va mon Ali ? Très bien, effectivement, on a du mal à circuler, c'est la raison pour laquelle je circule maintenant un peu en transport. Oui, et moi on est presque à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Oui, on est presque à l'heure. Presque à l'heure, faut toujours dire le presque, parce oui, que presque. Voilà. C'est parti jusqu'à 18h avec une belle émission encore en perspective. Voici le programme de cette émission sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Et tout à l'heure, en battle, faut-il légaliser le cannabis ? Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de trafic, évidemment, qui prospère un petit peu dans les villes aujourd'hui. C'est source de tensions, de règlements de comptes, etc. Est-ce qu'on pourrait peut-être proposer... Alors j'allais pas dire que ça sera la solution ultime, mais en tout cas ça pourrait être une des solutions de légaliser le cannabis. On en débat tout à l'heure en battle dans le LGF. Nous allons également répondre à quelques questions au travers du quiz, bien entendu. Nous allons évoquer aussi cette annonce faite par le gouvernement, à savoir toute famille française hébergeant des réfugiés ukrainiens se verront remettre 150 € par mois. Alors il y a quelques conditions quand même, je vous les donnerai, mais sachez que voilà, héberger des Ukrainiens, l'État prend en charge à hauteur de 150 € par mois. En cas de procédure judiciaire, faut-il rappeler des ministres évidemment, faut-il rappeler la règle à Macron qui avait pourtant dit en 2017 que toute personne qui serait mise en examen ou concernée par une procédure judiciaire devrait démissionner. Olivier Véran a rappelé hier que la règle ne s'applique plus. En tout cas aujourd'hui en 2022 c'est fini, c'est ce que nous a rappelé le porte-parole du gouvernement évidemment. Alors le zapping bien entendu aussi, toujours et encore avec de belles petits moments de télévision à réécouter, à commenter. Bien sûr c'est parti pour le LGF jusqu'à 18h. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et on aime bien, mon Ali, commencer évidemment par des clins d'œil à l'actualité de ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre, si je ne me trompe pas, mon cher Ali. Tout à fait. Et en 1981, c'est le président égyptien Anwar el-Sadat qui est assassiné au cours d'une revue militaire par un commando qui évidemment ouvre le feu sur la tribune officielle. Je propose de réécouter un extrait du journal de Antenne 2 à l'époque, donc annonçant l'assassinat de Anwar el-Sadat, sachant que c'est Hosni Moubarak à l'époque vice-président qui le remplace le 14 octobre de la même année. Hop, on y va pour écouter cet extrait de reportage. Nous allons revoir cette même scène filmée sous un autre angle afin de mieux comprendre ce qui s'est passé. Comme vous l'avez compris, tout se déroule dans la banlieue du Caire où chaque année une parade défile devant le chef de l'État, son gouvernement et les corps constitués. Et puis tout à coup, c'est le drame lorsque, surgissant d'un engin motorisé, un groupe de soldats met pied à terre se précipite vers la tribune en ouvrant le feu. Héliopolis, 13h, défilé militaire pour le 8e anniversaire de la guerre du Kippour. Les unités blindées passent devant la tribune présidentielle. Les mirages font un passage dans un bruit assourdissant. À ce moment, on entend des tirs. Un camion militaire s'est arrêté devant la tribune. 6 hommes sautent à terre. Un homme jette une grenade. Tir d'armes automatique sur l'assistance. La fusillade va durer 2 minutes. La garde présidentielle riposte. 2 soldats à l'origine de l'attentat sont tués. Regardez cet homme, il prend son temps et ajuste son tir.
Le président Sadat est touché, 2 balles au côté droit et au bras. Le caméraman américain se protège derrière le mur de la tribune, mais il continue à filmer. Dans la tribune, toutes les chaises sont renversées sous l'effet de l'explosion et des tirs. Les personnalités sont à terre, certains blessés, d'autres tués. Voilà pour cet extrait de reportage, donc c'était assez incroyable quand même de ce qui s'est passé à Ali en 1981, l'assassinat donc du président égyptien en pleine revue militaire. Anwar el-Sadat a été touché par 2 balles, a été donc assassiné au cours de cette revue militaire. Suite effectivement à les accords de Camp David et effectivement les pourparlers et la tentative peut-être de normalisation des relations avec Israël, effectivement, c'est un peu comme Isaac Rabin, hein. Dès qu'on essaie un peu de faire un pas vers de la diplomatie, de la discussion, Anwar el-Sadat, il a été éliminé, et puis Isaac Rabin, lui, aussi a été éliminé. Donc comme quoi, effectivement, on a l'impression que ce conflit, 50 ans après, ça continue. C'est pas du tout, on n'en connaît pas l'issue, mais on espère qu'on aura des volontés sincèrement de part et d'autre, parce qu'on est véritablement, je pense, toujours dans une relation perdant-perdant, puisque d'un côté, Israël se plaint d'être dans une insécurité permanente, et les Palestiniens, les pauvres, vivent dans des situations dramatiques, humanitaires, qui sont complètement déplorables, avec effectivement des conditions de vie, absence de liberté, de pouvoir se déplacer, des conditions économiques très 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 difficiles. Donc c'est quand même voir ça quasiment 50 ans après, on peut effectivement se demander quelle va en être l'issue, et j'espère sincèrement que on aura quelqu'un un jour de part et d'autre avec une réelle volonté, quel que soit le temps que ça prendra, de mettre fin à ce conflit qui finalement ne verra aucun vainqueur ni vaincu. En 2002, un clin d'œil, c'est le tout frais maire de Paris, Bertrand Delanoë, qui organise une nuit blanche. C'était la première nuit blanche d'ailleurs, et à cette occasion, rappelez-vous, il a été agressé. Retour à la fête, celle qui n'aurait pas dû être gâchée par l'agression du maire de Paris. C'est à son initiative que se déroulait donc hier soir et durant toute la nuit la première édition de la Nuit Blanche. Un grand succès populaire. Christophe Hérault, Sylvain Daubat. La piscine sera ouverte toute la nuit et les Parisiens vont plonger dans une nuit blanche. Une nuit blanche en rouge et vert. À la piscine pontoise, le grand bassin devient celui des rêves d'enfants. Il y a les projecteurs et puis ça reflète sur l'eau et c'est vachement beau. Ça fait comme un coucher de soleil un peu. Elle est bien, elle est rouge et elle est verte. Tu pensais à quoi? À l'été, à l'automne, à la joie. Du joyeux bain de minuit au bain de foule impatient, 1000 personnes sur le parvis de l'hôtel de ville et peu d'élus pour pénétrer dans les salons. Les derniers salons où l'on papote, nuit parisienne. Je pense que c'est peut-être les prémices des nouvelles soirées parisiennes. En fait, c'est la dernière meilleure boîte à Paris. Un marathon de mannequins au Palais Royal, 12 heures de défilé, élégance feutrée du Vietnam. Mais le noctambule doit souvent trouver un perchoir pour voir passer l'ardent Paris. Et la nuit blanche d'ailleurs cette année a eu lieu samedi dernier, mon cher Ali, et donc c'est Bertrand Delanoë qui en est à l'initiative et qui avait été agressé ce soir-là, rappelez-vous. Et puis un dernier clin d'œil, malheureusement dans l'actualité, ce devait être un match de joie, de retrouvailles, puisque c'était une première dans l'histoire d'une confrontation entre la France et l'Algérie au Stade de France. Malheureusement, des dizaines de supporters en ont décidé autrement et ont gâché la fête, à tel point d'ailleurs que le match n'a même pas pu terminer. Hop, on y va, c'est parti.
Les incidents du Stade de France, samedi soir, à l'occasion du match de football France-Algérie, il y a eu la Marseillaise, sifflée par plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, et puis ses supporters envahissant le terrain à la fin du match, ce qui a empêché que le match ne se termine normalement. Nous voulons revenir maintenant sur l'ensemble de ces événements pour mieux essayer de les comprendre et voir quelles sanctions peuvent être prises contre le Stade de France pour ne pas avoir assuré la sécurité de cette rencontre. Enquête Julien Beaumont, Sylvain Daubat et Nathalie Gallet. La Marseillaise sifflée. Il n'y a pas que les Bleus qui ont été choqués. Ce France-Algérie devait être un match historique. Ce n'est pas ce qu'en retiendra Nasser Sanjak, ancien sélectionneur de l'équipe algérienne. C'est sûr que siffler la Marseillaise, c'est pas logique. On n'a pas le droit, bien au contraire. Je crois qu'il aurait été très souhaitable que les deux hymnes soient applaudis comme ça aurait dû l'être. Les Algérois n'ont toujours pas digéré les images du match. La désillusion est à la hauteur de l'espérance qu'avait suscité cette rencontre. Je dis que c'est pas bien, que c'est honteux, c'est tout. 76e minute de jeu. Michael Silvestre donne son maillot pour échapper aux supporters qui viennent d'envahir la pelouse. Devant cette poignée d'inconscients qui gâchent la fête, Lilian Thuram, lui, laisse exploser sa colère. 1, puis 2, 50, 100 spectateurs viennent d'envahir le terrain. Les forces de sécurité sont débordées. L'arbitre arrête la rencontre. La France mène 4-1. 1200 stadiers mobilisés pour l'occasion, c'est 50% de plus que d'habitude, insuffisant. Au sol, des objets dangereux qui ne devraient pas être là. La Fédération française de football appelle en renfort les gendarmes mobiles. Au Stade de France, on admet avoir été dépassé, mais on assume les choix. Ça n'a pas suffi. Bon, ça n'a pas suffi. Il aurait fallu mettre les grilles, il aurait fallu mettre plus de stadiers, mais avec le risque d'avoir des bagarres en bas sur la pelouse. Il aurait fallu mettre la force publique, mais alors vous mettez la force publique, vous arrêtez tout de suite le match. Terrain suspendu, amende, c'est ce que risque le Stade de France. La FIFA étudie en ce moment le dossier. Les décisions ne seront pas connues avant le mois de novembre. Voilà, triste spectacle, triste soirée. Ali, tu te souviens de ce match ? Pour te dire, j'étais au stade. Ouais. Effectivement, c'était supposé censé être une fête. Alors on sait qu'effectivement, le football en général attire un peu tout type de personnes, des passionnés. Et c'est vrai que malheureusement, cette invasion du stade a occasionné une espèce de mouvement de foule. C'était assez impressionnant. Je pense qu'il eût fallu peut-être faire jouer le match en Algérie. Je pense qu'à mon avis, les conditions auraient été beaucoup plus tranquilles. Et c'est vrai que siffler la Marseillaise, c'est pas forcément quelque chose d'intelligent. Mais je pense que ce match-là révèle un petit peu toujours un peu ce passé historique, un peu douloureux, dont on parle pas assez. Et je pense que, en tout cas, moi, j'étais plus partisan d'en faire une fête. Je pense qu'on aurait peut-être dû, avant ce match-là, mettre en place une espèce d'animation, de façon à ce que les gens soient dans un côté plus convivial, qu'il n'y ait pas du tout de rivalité, et que ce match-là n'avait pas pour vocation à ce qu'il y ait entre guillemets un vainqueur et un vaincu, mais c'était peut-être l'occasion, effectivement, de pouvoir faire jouer deux équipes, deux nations, qui se connaissent, qui s'aiment, qui sont avoués à avoir et à nourrir des relations ensemble. Et malheureusement, le stade était quasiment de mémoire plein, avec énormément de gens d'origine algérienne. On avait l'impression qu'on jouait en Algérie, des drapeaux de partout. C'était absolument impressionnant. Je ne sais pas de mémoire si effectivement il y avait énormément de spectateurs français. Et on a énormément politisé ce match, à défaut de le rendre simplement un match à vocation sportive et surtout culturelle. Alors c'est vrai que depuis, il n'y a toujours pas eu de match de confrontation qui est plus amicale entre la France et l'Algérie. Macron avait proposé à son homologue Tebboune de faire un nouveau match. On verra ce que ça va donner, si ça va se dérouler ici en France ou en Algérie, comme tu le disais. En tout cas, voilà, c'est dommage. Moi, je me rappelle également être devant la télé, avoir été stupéfait par ces images d'un match, d'une soirée manquée, en fait, d'un spectacle loupé. Et c'est bien dommage. L'envahissement du terrain, effectivement, l'arrêt du match. Au-delà du score, c'était évidemment très
très minime le score, on s'en fichait quasiment, quoi. Donc, c'était vraiment une belle confrontation et c'est dommage. D'ailleurs, il y avait Zizou sur la pelouse. Tout à fait, il y avait Thuram, il y avait Thuram, tout à fait, il y avait Thuram, Zizou, il y avait tout le monde, hein, mais je pense qu'on aurait vraiment, c'est un peu dommage parce que je pense sincèrement si on avait fait quelque chose avant ce match-là, après c'est l'effet d'une personne, hein, pour information de mémoire, je crois même que c'était une fille qui avait couru sur le stade, c'est la première qui a envahi le stade et puis derrière il y a une espèce de phénomène de foule et puis voilà, et puis on sait tout de suite dès que malheureusement voilà, on a déjà eu des envahissements de stades dans d'autres terrains, il y a pas longtemps on en a eu en France aussi, hein. Absolument, oui, tout à fait. Voilà, on en a eu même à Lens, on en a eu partout, hein. Mais dans ce contexte-là, c'est vrai que c'était un contexte un peu particulier. Dommage. Dans un instant, on va parler de sobriété, le mot à la mode en ce moment, et Macron nous l'a rappelé, si nous appliquons tous des règles, si nous faisons tous un effort collectif, même dans le pire scénario, Ali, amis auditrices, auditeurs, nous arriverons à passer l'hiver. On écoutera le président Macron. À tout de suite avec pas moins de 800 millions qui ont été annoncés aujourd'hui par la ministre de la Transition énergétique pour venir à bout de cet hiver avec quelques mesures quelque peu discutables. Et on en débat dans un instant. Restez avec nous. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, merci d'être avec nous en direct en ce jeudi avec cette question en battle tout à l'heure en fin d'émission. Doit-on légaliser le cannabis ? Vous êtes 68% à dire oui. Sur Twitter, le Grand Forum FM2, on verra ce qu'en pensent nos débatteurs du jour. Monsieur Ali, directeur commercial, et Monsieur Pierre-Henry, président de France Fraternité, qui est arrivé en retard, Monsieur Pierre-Henry. Bravo. Merci de le souligner. Ah bah oui, je suis obligé de le souligner, les auditeurs en sont témoins, évidemment. C'est sûr. Bonjour aux auditrices. Oui, bon, comment ça va mon Pierre ? Et aux auditeurs. Oui, bah oui, aussi. Bah oui. Et qui peuvent nous joindre évidemment à n'importe quel moment dans cette émission 01 40 33 9000. On devrait être rejoint aussi par Madame Kauter Ben Mohamed, la présidente de Marseille en colère, qui devrait nous rejoindre. Elle a un tout petit peu de retard, un rendez-vous. Un peu plus que moi. Ouais, oui, un peu plus que toi, mais elle vient de plus loin que toi, quand même. Hein ? Pourquoi elle est à Paris ? Bah oui, elle est à Paris. Ah, des Marseillais à Paris. Voilà. Mais il y en a plein. Oui. Et d'ailleurs, je te rappelle que ton club favori, le Paris Saint-Germain, a fait un petit résultat, que l'OM c'était droit au but au passage. Oui, bah pour une fois vous avez gagné un match en Ligue des Champions, je vous félicite. Hein. Oui, bah voilà, ne t'en prive pas surtout. Hein. Il était temps, hein, Pierre. Oui, bien sûr. Un bon match quand même. Petite équipe, hein, non, mais beau match, belle équipe portugaise du Benfica, qui a été vraiment coriace. Hein. Mais bon. Et d'ailleurs le match retour c'est très vite, hein, c'est mardi. Hein. Bah oui, grâce à la Coupe du Monde. Ouais. En fait, tu passes ta vie devant la télé, mon cher ami. Non, je passe pas la vie devant la télé. À chaque fois qu'il y a un match, c'est tout. Un beau match avec une grande équipe. Évidemment. Ah, un match tous les 3 jours. Ne me dis pas que t'as pas regardé OM Sporting, t'as regardé un peu quand même. Non. Ah, c'est la torture à ce j'avais piscine ce mardi. Mais l'eau de la piscine est pourtant de plus en plus froide. Bah oui, et d'ailleurs tu fais bien de le dire. On va parler de sobriété dans le fait du jour. Ça a été présenté cet après-midi. Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre de la Transition énergétique, a annoncé le déblocage de 800 millions d'euros pour proposer des aides, bien sûr, pour la sobriété, pour passer l'hiver, comme on dit. Je vous propose d'abord d'écouter Monsieur le Président Macron, qui nous indique ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à passer un hiver tranquille. La sobriété, ça veut juste dire gagner en efficacité. Et vous toutes et tous qui traquez à chaque instant de votre vie d'entrepreneur les coûts cachés, tout ce qu'on peut faire pour produire mieux, de la meilleure qualité, produire encore davantage, mais en dépensant moins, ça, faut accélérer en quelque sorte les efforts sur l'énergie. C'est ça la bonne sobriété. Et donc là-dessus, c'est accélérer sur les petits investissements en termes d'efficacité énergétique, et c'est avoir quelques mécanismes très simples pour réussir collectivement à diminuer de 10% ce qu'on consomme d'ordinaire. Je vous le dis très simplement, si la nation tout entière arrive à tenir cet objectif qui est purement volontariste, il ne faut pas de décret, de loi, de choses compliquées. Si on se mobilise tous pour le tenir, dans les pires scénarios, on passe l'hiver. Dans les pires scénarios, on passe l'hiver. C'est ce que nous dit Emmanuel Macron, si tout le monde joue le jeu. Alors, je dois dire que tout le monde
jouera le jeu probablement, mais on va nous y contraindre un peu puisque Enedis a été, je vous le rappelle, autorisé à couper les ballons d'eau chaude via les compteurs Linky entre midi et 14h. Ça va concerner à peu près 4 millions de personnes. Tu prends pas ta douche à midi. Ben voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on nous annonce cet après-midi que le chauffage devra pas dépasser les 19 degrés. Dans les bâtiments, dans les administrations, au travail, on va réduire considérablement l'éclairage public. Voilà. Et puis alors attendez, information importante pour les automobilistes, on va passer de 130 à 110 km/h sur les autoroutes pour faire des économies de carburant. Vous savez qu'en ce moment c'est assez le bordel d'ailleurs pour remplir la voiture. Avec, Qui a dit ça? Qui a dit ça? Madame Pannier-Runacher cet après-midi. Oui, monsieur. Ouais. Eh oui. Donc 130 à 110. Oui, sur les autoroutes. Voilà. On va passer ainsi donc de 130 à 110 pour faire des économies. Tout le monde devra jouer le jeu, mon Ali, mais pourtant, on nous annonce que notre réserve de gaz est pleine, que tout va bien, quoi. Pourquoi on s'inquiète? Ali? Pourquoi? Sincèrement, on va écouter le président parler. Objectivement, ça n'est pas très sérieux quand même de parler comme ça, de dire aux gens, il faut aller diminuer. On a l'impression que c'est un commercial qui vient vendre chez toi un produit, tu vois. Tu veux que ça brille, tu fais ci, tu fais ça, faut être un peu sérieux. On est en train de parler d'un élément qui est fondamental et important pour tout pays, c'est l'énergie. Donc l'énergie, c'est quand même, là on est en train de se rendre compte de quoi? On a envoyé un déluge de sanctions à la Russie, et en contrepartie en face, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Aucune préparation de la part du gouvernement, des dirigeants. On se rend compte qu'on n'a aucune politique énergétique, et on est en train véritablement d'aller à tatillon. On est en train de demander aux gens quoi de quoi 19 degrés, de rouler à 110. Est-ce que sincèrement, c'est une politique énergétique qui est un peu sérieuse? Alors qu'est-ce qu'il faudrait, Ali? Je pense que... Parce qu'il est bon de critiquer, mais... non, je critique... je critique pas du tout. à peine. C'est pas une critique. C'est un simple constat. Parce que si on rentre dans les critiques... Le président de la République n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux, ça. Il arrive, il n'a pas de plan. Mais c'est pas sérieux, ça. Oui, bien sûr, c'est pas de la critique. Mais c'est pas sérieux. Je pense pas... Un président de la République ne peut pas... bascule comme la plupart des commentateurs sur les chaînes de télévision dans la critique extrêmement facile. Il y a une guerre en Ukraine qui a des conséquences effectivement sur l'approvisionnement énergétique non seulement de la France mais de l'Europe. Et la question de la souveraineté énergétique, elle ne se décide pas à l'aune d'un seul pays, mais celui de l'ensemble des pays de l'Union. Il y a une stratégie qui est à l'œuvre. Qui consiste d'abord, je rappelle que on n'est pas tous dans la même situation au sein de l'Union. On ne dépend pas de la même manière du gaz russe, grâce notamment au développement du nucléaire et à la permanence du nucléaire en France. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Allemagne. Dire aujourd'hui à la population, il n'y a pas besoin de décret, simplement il faut qu'on prenne des mesures de sobriété énergétique, ce n'est pas stupide. C'est le rôle du président de la République. Par ailleurs, il faut évidemment une stratégie globale à moyen long terme, qui est d'abord de développer le nucléaire et de continuer à ouvrir d'autres éléments, des EPR, par exemple, de façon à être dans la plus grande indépendance possible. Et il faut par ailleurs. C'est important, il n'a pas une stratégie. Moi, j'entends pas de stratégie depuis avant. C'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est d'abord de renforcer le nucléaire et c'est ensuite de diversifier. Ça met combien de temps pour faire ça? Oui, et tu as une réponse autre.
Non. Donc à part ta critique du gouvernement Macron, bah oui, ça prend du temps, mais on est plutôt mieux placé que d'autres en cette matière. J'en ai ras-le-bol de ces Français qui en permanence sont en train de se plaindre, alors même que le bouclier tarifaire et que la stratégie qui a été mise en œuvre, pas simplement d'ailleurs par Emmanuel Macron, par les différents gouvernements, nous protège quand même un peu mieux que les autres pays européens en matière d'approvisionnement énergétique. Moi j'ai pas entendu un mot sur la stratégie. Donc si je comprends bien, il n'y a pas de pire sourd qui ne veut entendre. Oui, mais j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Alors maintenant, il y a juste un point important. Les gars, allez-vous payer des sonotones. Si je comprends bien, le président est en train de dire que tous les gens chauffent leur appartement à 25 degrés, qu'on roule tous à 150 km à l'heure. Faut être un petit peu sérieux. Toi, je t'ai vu sur l'autoroute, t'es à plus de 160. Regarde, ce qui est un minimum sérieux. Quand il parle de, tu vois, il utilise l'argument. Moi, je connais pas de société aujourd'hui où aujourd'hui les employés travaillent dans des bureaux climatisés à 25 degrés en hiver, puisqu'il dit les sociétés pour des économies de coûts cachés. C'est un domaine que l'on connaît un peu c'est un domaine que l'on connaît un peu lorsqu'on a été commercial dans différents secteurs. Effectivement, on est là pour les coûts cachés, mais sincèrement, c'est pas sérieux ça de parler comme ça. Il faut un minimum sérieux. On n'a pas du tout de politique énergétique. On a un parc nucléaire qui malheureusement aujourd'hui ne répond pas aux attentes. Moi, ce que j'ai dit la semaine dernière et je répète, cette politique de bricolage, c'est une vraie politique de bricolage. Preuve en est. Tu as parlé avant d'Europe, et là-dessus, Pierre, je suis un peu surpris, c'est que aussitôt qu'on a envoyé des déluges de sanctions à la Russie, chaque pays européen a joué solo et chacun était en train, à sa façon, de pouvoir se débrouiller. Donc, au bout d'un moment, si on ne sait pas que l'énergie, c'est fondamental dans un pays, j'ai l'impression que le président le découvre, je pense pas que lui, bien entendu, il est peut-être engagé là-dedans, mais quand tu sais que l'énergie, que ce soit au niveau circuler en voiture, chauffer des appartements, que les usines puissent tourner, que les facultés puissent être chauffées, c'est pas des politiques de bricolage. L'énergie, c'est quand même des choses à long terme. Donc là, il n'est pas responsable peut-être de la situation, et là je vais aller dans ton sens, effectivement, du parc nucléaire aujourd'hui, bien qu'il ait décidé, je ne sais pas si c'est lui qui avait signé le décret pour fermer Fessenheim, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que le parc nucléaire français, il y a plus de 12 centrales aujourd'hui qui sont en train de mise en place pour être fermées. Donc d'un côté, on ferme des centrales nucléaires, on ne comprend pas. D'un autre côté, les énergies renouvelables, on sait pertinemment qu'elles ne pourront jamais satisfaire l'ensemble des besoins, si tant est qu'on soit dans une politique d'énergie renouvelable, et surtout en termes de temps. Donc il faut être un petit peu sérieux. Maintenant, comment présenter aux gens la facture ? On a eu la facture du Covid, le quoi qu'il en coûte. Allez-y, vous restez à la maison, quoi qu'il en coûte, le gouvernement va payer. Aujourd'hui, la Première ministre vient d'annoncer un ensemble de mesures en disant, voilà, nous avons lancé des sanctions à la Russie, le quoi qu'il en coûte, pour nous, va nous coûter 800 millions d'euros, mais je vous demande une participation, alors chauffez moins, la piscine doit être moins chaude, rouler à 110, 130, c'est pas une politique économique, je veux dire, faut être un minimum sérieux, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir, comme il l'a dit, passer l'hiver au chaud. Hein. Alors on va accueillir Fatah qui nous appelle au 01 40 33 9000. Bonjour mon Fatah. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, cette sobriété énergétique, ça fait rêver ou pas ? C'est du perlimpinpin. Ah. Et pourquoi c'est du perlimpinpin ? Écoute, c'est des annonces, hein, c'est purement des annonces, c'est de la com. J'ai l'impression qu'on est en train de revivre l'épisode de communication Covid par les mêmes amateurs. Moi, je comprends pas une chose. Elle est où la stratégie nucléaire à la fois la stratégie nucléaire française, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit on réduit la part nucléaire, et là, il faut une réelle stratégie, une vision sur 30 ans, 40 ans, pour s'en sortir, du nucléaire. Soit on maintient, et là, pareil, on monte un plan, et on dit comment on maintient, à quelle proportion garder, à quelle proportion on met l'énergie renouvelable, etc. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de vision. Oui, c'est un peu la politique du en même temps, en fait. On ne choisit pas
On ne choisit pas la stratégie, le virage. Ce n'est pas vrai. Moi, c'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. On puisse avoir une vraie conférence, parce qu'on est capable de faire des annonces surtout, on est capable de faire des consultations surtout, on est capable de consulter comment ça s'appelle, les citoyens sur des sujets X et Y, mais pas pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme pour les retraites. On a des gens, des sachants qui disent les retraites, la réforme, on n'en a pas besoin. Pourquoi s'empresser? Et on fait exactement la même chose sur tous les sujets. On se dépêche, vite, faut sortir du nucléaire. Pourquoi? Parce que les écolos, ils ont dit, allez, c'est bon les gars, l'énergie nucléaire, il faut arrêter là. Mais on fait quoi en attendant? On veut vendre des voitures électriques, on veut qu'on passe à l'électrique. Ok les gars, mais on fait comment pour brancher la prise? On va nous dire la prise c'est de 18 à 19, et à 19h vous branchez pas votre voiture. Enfin, à un moment donné, on marche sur la tête, c'est pas possible. Bon, merci Fata en tout cas, merci pour voilà ton analyse des choses et commence à réduire la vitesse, hein, et puis si tu arrives à trouver de l'essence quand même, ce qui est quand même assez compliqué en ce moment. Voilà, bon courage parce que c'est vraiment le bordel. Ouais, merci à toi Fata. 01 40 33 9000 pour nous appeler bien entendu. Pierre va nous dire dans un instant pourquoi c'est pas vrai ce que nous dit Fata. Non, mais Fata pose une série de questions mais qui sont très contradictoires. Je rappelle que la production d'électricité en France dépend à 50% du nucléaire. 70. 70, moi j'avais comme chiffre 50, Ali me dit 70, c'est encore beaucoup mieux. Et en l'occurrence, le plan européen en matière de stratégie, c'est aussi d'aller vers les énergies renouvelables, vers 2030. Et en l'occurrence, le plan européen, il est lequel? Il dit que 40% de la production d'électricité doit être produite par des énergies renouvelables, 38% de la consommation finale de chaleur, 15% de la consommation finale de carburant et 10% de la consommation de gaz. Bon, ça, c'est le plan à 2030. Alors, on peut évidemment sourire, mais on passe pas du jour au lendemain comme ça à cette stratégie qui est aussi une stratégie de transition écologique. Moi, je rappelle que je suis favorable au nucléaire et que je suis favorable non seulement au maintien de la production d'électricité qui provient de nos centrales, voire au développement et évidemment en faisant en sorte que la sécurité soit assumée. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie, c'est faux. Après, on peut rigoler sur Emmanuel Macron qui fait une communication en appelant les gens... Alors bouge pas, on en reparle dans un instant puisque vous avez décidé de vous chamailler là-dessus, il n'y a pas de problème. 01 40 33 9000, la stratégie, y en a-t-il une? Pierre dit oui, Ali dit non, et vous, qu'en pensez-vous? 01 40 33 9000, chauffage 19 degrés, éclairage la nuit, on réduit, vitesse sur l'autoroute 110, voilà, ça commence. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Monsieur Pierre-Henri, avec Ali qui sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Et on était en train de parler de sobriété dans le fait du jour. C'est l'actualité toute chaude, toute fraîche qui vient de tomber cet après-midi avec les annonces de Madame Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, qui nous a annoncé quelques mesures qu'ils ont annoncées cet après-midi. Pour ce qui est du chauffage, en fait, on n'apprend pas grand-chose. 19 degrés, c'est ce qui va être demandé pour les entreprises à la maison. Moi, ce qui me scandalise quand même, c'est qu'on arrive à autoriser une société comme Enedis à couper le ballon d'eau chaude via le compteur Linky. On se souvenait des gens qu'on traitait de complotistes à l'époque. Oui, le compteur Enedis, ça va servir à nous espionner, ça va faire ce qu'on veut chez nous. Preuve qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir couper le ballon d'eau chaude. Je trouve ça, moi, scandaleux, Pierre.
Non mais mais je comprends. C'est quoi cette société là? Je comprends que cette société de surveillance généralisée, les caméras, mais bon, on va quand même arrêter. Oui, on va arrêter l'hypocrisie parce qu'à partir de nos portables, on est connecté à des tas d'endroits pistés. On sait où on est passé à telle heure, etc. Enfin bon, il faut arrêter avec cette plaisanterie. Donc, comment les compteurs Linky, oui, c'est juste une goutte d'eau supplémentaire. Non, la question, elle est toujours la même, et elle renvoie à la question de la guerre en Ukraine. Encore une fois, il faut combattre le fascisme russe qui a envahi l'Ukraine. Maintenant, la question, c'est avec qui discute-t-on de la sortie de guerre? Qui décide à l'intérieur de l'OTAN? Est-ce que Zelensky doit fixer lui seul la fin de la guerre et l'objectif? Et donc, c'est de cela dont on doit parler. Moi, j'ai aucun problème pour dire qu'il y a un agresseur et un agressé dans cette affaire. L'agresseur, c'est la Russie. Le but de guerre, il est aberrant. Dénazifier l'Ukraine, c'est pas possible. L'annexion de territoire, c'est pas possible. Seulement, tout ça a des conséquences. Et on a beau dire, nous ne sommes pas en guerre, on n'y est pas totalement, mais on participe à l'entretien de cette guerre. Je comprends et je soutiens l'Ukraine, mais je dis aussi que si on ne se met pas autour de la table pour trouver une solution négociée, attention, les répercussions risquent d'être violentes. Alors, juste là, parce que là, Ali, tu vois bien que ce que Pierre est en train de nous dire, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire qu'on a essayé de prendre... Pardon, laisse-moi terminer. On a pris des sanctions pour essayer d'isoler la Russie. On s'est carrément planté, parce qu'au lieu de l'isoler, ça l'a même presque renforcé. L'économie russe va plutôt bien. Les sanctions se retournent contre nous, Ali. Oui, alors moi, comme je te dis au départ, effectivement, il y a eu un déluge de sanctions. Le reproche que l'on fait, moi, à la limite, le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, moi, j'ai toujours été un partisan, effectivement, de laisser en place la diplomatie. Je pense pas que dès le début, je sais pas si tu as remarqué, dès le début, on a l'impression qu'il y avait des boutons sur lesquels on appuyait pour les sanctions. Ouais. Je tiens à signaler, Pierre, que ce n'est pas Vladimir Poutine qu'on a voulu présenter comme un psychopathe, comme un malade. En fait, c'est un espèce de conditionnement pour l'opinion publique. Ça, c'est le rôle des diplomates. Non, mais attends. Moi, je sais pas s'il est psychopathe. Je ne porte pas. Je sais que qu'il porte un nationaliste fasciste. Mais il n'y a pas de. Mais attends. En l'occurrence, oui, mais il va falloir un jour documenter les crimes russes. Et ça, les crimes ukrainiens, on en parle. Non, mais il y a juste un truc. Il y a juste quelque chose. On a attaqué un pays comme l'Irak, on a attaqué des pays comme la Libye. Ces gens-là qui ont lancé les guerres, qui étaient des vrais belliqueux. J'ai pas l'impression qu'effectivement aujourd'hui il y a un banc des accusés pour ceux qui ont attaqué la Libye ou l'Irak. C'est un problème. Attends. Là, c'est un problème. Un mensonge. Non, c'est un mensonge. Oui, mais ça a coûté quand même la vie à plus de. L'un ne justifie pas l'autre. Oui, mais je ne justifie pas. Mais si, je ne suis pas. Non, tu as la condamnation sélective. Mais non, c'est vous qui avez l'indignation sélective. Parce que vous dites, les États-Unis ont attaqué l'Irak. Moi, j'ajoute sur un mensonge. Du coup. Je vois pas pourquoi on va aller condamner Poutine. Mais alors attends. Vous êtes en train de toucher aux frontières de l'Europe. Mais on n'est pas en train de on touche à rien du tout. Mais on n'est pas en train. Si vous soutenez la politique de Poutine, vous êtes des infiltrés poutiniens. Bon, alors juste c'est bon, les objectifs sont terminés. Alors juste important, parce que là on était quand même sur un problème franco-français qui est important. On sait qu'on dépend. Au bout d'un moment, ce conflit, quel qu'il soit, je pense qu'effectivement on aurait dû depuis le début laisser place à la diplomatie et ne pas aller se lancer dans des sanctions aujourd'hui qu'on est en
c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'impréparation. Et ensuite, essayer de légitimer les sanctions pour nous dire que nous, on doit subir aujourd'hui les décisions politiques que l'Europe a pris, je sais même pas si, que même Macron, s'il est d'accord ou pas d'accord, et venir avec cette impréparation et dire aux gens. Je te rappelle, Pierre-Henri, que l'État a une obligation, depuis toujours, notamment en France, de pouvoir apporter l'énergie à tout citoyen. C'est fondamental. Ça fait partie de ses prérogatives. Aujourd'hui, on se rend compte que l'énergie, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas. Alors maintenant, venir nous parler de nucléaire, ça, on ne l'aura pas. Pour l'instant, t'es privé de pain, t'es privé d'alimentation, t'es privé de chauffage. Qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr, on l'aura pas. On l'aura pas. Mais enfin, c'est pas la fin du monde. Bien sûr, bien sûr. C'est pas la fin du monde d'être à 19 degrés dans ton appartement. Mais tu me fais penser à ces petits bourgeois qui sont tout le temps en train de râler. C'est terrible. En français, j'ai 272 sortes de fromage, mais voilà comment on gouverne un pays comme ça. Attends, Pierre Ali, tu vas terminer dans un instant. On a Ali de l'Essonne, et puis il faut qu'on parle aussi, faut qu'on rappelle quand même que Macron a la mémoire courte. Hein. Il prononce des promesses, il fait des promesses en 2017 et en 2022 elles ne tiennent plus. Je parle évidemment des ministres qui sont concernés par des procédures judiciaires, puisque évidemment il avait dit que en 2017 tout ministre mis en examen ou concerné par une procédure judiciaire devrait démissionner. Oui. Olivier Véran nous dit c'est plus d'actualité en 2022. Et c'est ce qu'il a dit textuellement hier, hein, le porte-parole quand même. Donc faut-il lui rappeler la règle? On en reparle dans un instant avec Salim de l'Essonne et vous, chers amis auditeurs, auditrices. Le LGF, il est là, oui, on est là avec Pierre-Henri, le président de France Fraternité, toujours en forme mon Pierre-Henri, hein, il est ça va. Oui, ça va, je vois ça. J'ai fait mes 10 km ce matin, là, et sur le plan de l'énergie, je vous conseille... tu nous conseilles quoi? Le footing le matin. Ah ouais voilà. Ouais, d'accord. Pour mettre le corps à combien de degrés? Parce que bientôt on va nous annoncer qu'il va falloir qu'on ait un corps à 36 degrés, hein, on sait jamais. Hein. Si tu veux, je te fournis le thermomètre. Ouais, ça va aller, je l'ai. Salim, de l'Essonne nous appelle. Salut Salim. Ouais, salut tout le monde. Salut mon Salim. Alors, le chauffage, il est à combien chez toi? Alors là, moi c'est les chauffages collectifs, là, donc je sais pas. Donc ça sera 19 degrés. Hop, ouais. Voilà, c'est réglé direct. Hein, c'est une copropriété, donc c'est une copropriété, donc voilà. D'accord. Donc alors, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es d'accord avec Pierre ou Ali? Est-ce qu'il y a une stratégie aujourd'hui mise en place, une stratégie énergétique pour faire face à cette situation un peu complexe? Alors déjà, moi, je vais te dire un truc. Dis-moi un truc. Je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol qu'on se fasse infantiliser comme ça sans arrêt tous les jours. Voilà, il faut mettre le chauffage à 19 degrés, il faut rouler à 110, il faut mettre un col roulé, il faut faire comme ci, faire comme ça. Ça me rappelle ce qui se passait avec le Covid. Donc maintenant, on a tendance à trop... le gouvernement a tendance à trop nous materner. C'est ça qui se passe. Donc il faudrait que... Et alors que les Français savent se prendre en main et n'ont pas besoin du gouvernement pour faire les choses, quoi. Ouais, sachant que les prix du gaz et de l'électricité vont augmenter de 15% en janvier pour le gaz, février pour l'électricité ou l'inverse, je sais plus. Croyez-moi qu'on n'a pas besoin de rappeler aux Français qu'il faut se chauffer à 19 degrés. Malheureusement, ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont même se chauffer à moins, malheureusement. Donc encore une fois, c'est des annonces pour rien. Voilà, c'est ce que tu es en train de nous dire, Salim, Pierre. Et ça, il faut l'entendre. Non, c'est ce que tu es en train de dire, Christophe. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Tu fais parler nos auditeurs. Et puis au niveau du prix, je pense que... Et tu parles à la place. Vu la paupérisation de la société française, je pense qu'effectivement, c'est pas la peine de dire à la population, l'infantilisant, qu'il faut baisser à 19. Il y a des gens qui, malheureusement, n'auront même pas les moyens de chauffer. Et effectivement, baisseront déjà à 19 ou rouleront peut-être pas. Parce qu'ils vont peut-être pas rouler à 110 parce qu'on ne pourra pas mettre l'essence. Et effectivement, le risque est là. D'ailleurs, je tiens à préciser, pardon Salim, juste une petite précision. Hier, Audrey Pronostic nous a donné une information que j'avais contredit et elle avait raison concernant la prime totale qui se termine le 31 octobre. Elle avait raison. Moi, je pensais que c'était fin décembre. En fait, c'est la prime d'État qui se termine fin décembre. Oui, Salim, pardon. En fait, j'ai recherché sur Internet par rapport au prix du carburant. Ouais. Et j'ai remarqué, parce que moi je rentre d'Algérie depuis, ça fait 2 semaines là. Ouais. Et j'ai regardé, en Algérie c'est 30 centimes le litre. Oui, mais bon, c'est pas la même chose. Effectivement, il y a un auditeur qui nous a appelé hier en disant j'ai un super bon plan pour mettre de l'essence pas chère.
Il a dit à 12 €. J'ai dit ah oui, où ça? En Algérie. Ok. Merci mon Salim en tout cas, effectivement. Mais bon, en Algérie, c'est pas la même chose, mon Ali. Hein, bah oui, c'est un pays qui est producteur. Et puis, voilà, ça change un peu la donne. Effectivement, ça change, effectivement. Bon, tout à fait. si nous rappelions au président Macron sa règle qu'il avait lui-même fixée en 2017. Rappelez-vous. En 2017, le candidat Emmanuel Macron, aujourd'hui président, affirmait que tout ministre mis en examen devrait démissionner. Je voudrais savoir ce que vous pensez aujourd'hui de cette déclaration. C'était le temps où il appelait à une république exemplaire. Visiblement, ce temps-là est révolu. Manifestement, Emmanuel Macron ne souhaite pas se séparer de M. Collet. Mais je vous repose la question, pour vous, il devrait démissionner? Oui, je pense qu'il devrait ne plus être à ce poste, oui. Et Éric Dupond-Moretti, mis en examen aussi? Bah alors c'est pareil. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez démissionner? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Et voyez-vous, je ne crois pas qu'il soit démocratiquement sain que des décisions de l'autorité judiciaire soient commentées ici, dans l'enceinte du pouvoir législatif, par un membre de l'exécutif. Incroyable quand même, hein, règle fixée par le candidat Macron à l'époque en 2017, et le porte-parole Olivier Véran nous dit quoi hier? Bah non, en fait c'est plus d'actualité. Cette règle qui vise donc une personne du gouvernement qui soit concernée par une procédure judiciaire ou une mise en examen ne démissionnera pas forcément. Donc en fait les paroles d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Pierre-Henri, ça pose problème quand même. Oui, ça pose problème, et ce qui pose problème surtout, c'est l'abandon de la présomption d'innocence, et ça depuis longtemps. Et donc, à partir du moment où on se soumet à la loi des médias, cette espèce de pression permanente qui fait d'un suspect un coupable, où on ne respecte absolument pas le secret de l'instruction. C'est pas eh bien oui, non mais j'y arrive. À partir du moment où on se soumet à ça et qu'on annonce une règle en 2017, je ne vois pas pourquoi on en change en 2022. Je trouve que l'ambiance générale, elle est terrible, et que si le politique continue comme cela, eh bien le RN n'aura plus qu'à se ramasser, et il n'aura plus qu'à ramasser le pouvoir en 2027. Entre les polémiques stupides initiées par LFI et la branche Rousseau à l'Assemblée nationale, et le fait qu'aujourd'hui, alors que le secrétaire général de l'Élysée et le ministre de la Justice surtout sont quand même mis fortement en cause, qu'il ne se passe rien, est un gros problème. D'autant plus que ce que je ne supporte pas, c'est cette instrumentalisation à géométrie variable. En réalité, quand ça sert un camp, on demande la démission de l'autre. Quand ça arrive dans votre propre camp, et ben voilà, et le spectacle qui est donné de ce point de vue par la majorité et par l'opposition est lamentable. Bon ben voilà, on arrive à s'entendre avec Pierre, tu vois, Ali, comme quoi, quand il fait des efforts. Oh mais non, il va pas être d'accord, Ali. si, il va être d'accord, j'imagine. Non, je vais être d'accord, mais sur l'ambiance. Oui, l'ambiance. Après, je reviens toujours sur. On était en train de parler juste avant d'évoquer un problème qui est grave, qui pour moi qui est sur le côté économique. Qu'on est comme une situation qui est quand même relativement grave. Et quand on voit un peu le spectacle, comme vient de le souligner Pierre-Henri, qui sincèrement est désastreux, déjà pour nous en interne, mais même l'image que l'on peut avoir. Excuse-moi, Ali, je suis obligé de te couper parce que tu parles de situation économique. On a aussi une situation économique à faire valoir. C'est un peu de pub. Une petite pub VIP là, maintenant, tout de suite. Non, il n'y a pas de pub VIP. Ok, très bien. Pardon, Ali, de t'avoir coupé pour rien, en fait. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai effectivement une situation économique qui est quand même catastrophique, avec peut-être un avenir qui est quand même incertain dans différents domaines. Et là, on assiste à quoi? Un spectacle. S'il y a deux candidats, effectivement, ou deux personnages importants de l'État qui, effectivement, ont rencontré des problèmes avec la justice, c'est ce que je te disais la semaine dernière. Ils sont mis. Oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle effectivement la morale et la politique. Alors, si on veut suivre un peu ce qui se passe dans certains pays européens, il est certain que ces ministres, quels qu'ils soient, depuis longtemps, auraient déjà plié bagage. Donc, c'est bien de temps en temps de prendre exemple sur des pays allemands, des pays scandinaves. Ouais. Moi, je suis plutôt un adepte de prendre exemple sur les pays scandinaves. En Scandinavie, que ce soit en Finlande ou en Norvège, il y a des ministres pour des simples notes de frais.
ont démissionné, voilà, ont simplement démissionné. Nous, en France, on estime que voilà. Alors la présomption d'innocence, comme le disait Pierre-Henri, la géométrie variable. En fait, on se rend compte que en France, on meurt de quoi ? De la professionnalisation. La politique est un métier. Et malheureusement, c'est pas une vocation. Et je pense qu'effectivement, tant qu'on aura des gens qui ne voudront pas partir, voilà, parce qu'aujourd'hui, on va te dire la présomption d'innocence, mais paradoxalement, elle n'a pas été valable peut-être pour d'autres hommes politiques. Aujourd'hui, peut-être que le ministre de la Justice, je vais pas partir parce que, écoutez, je suis simplement mis en examen, je dois passer devant la cour, la CJ. Ouais, mais il y a appel et tout. Il y a appel et on est reparti. On est assez d'accord là-dessus sur l'ambiance l'ambiance, je sais pas si tu imagines. Moi, c'était la règle qu'avait proposé Macron en 2017. Normalement, moi, si tu veux, moi, mon avis, moi, je suis partisan à ce que dès qu'il y a un problème comme ça, effectivement, ce genre de situation, pas les histoires de LFI, là, il a donné une gifle, je sais pas quoi, sa femme, je ne sais pas quoi, toutes ces histoires-là. Ça peut pas être à géométrie variable, non. Le problème, c'est soit on se soumet à la dictature des médias et à cette mise en cause, et à cette mise en cause permanente. Oui, mais derrière la justice. Je rappelle qu'il y a une présomption d'innocence et que, a priori, tant que vous n'êtes pas condamné, vous n'êtes pas coupable. On ne peut pas. En l'occurrence, là, il y a autour de Colère, le secrétaire général, d'abord un conflit, une suspicion de conflit d'intérêt, une suspicion. Il est mis en examen là-dessus. Voilà, il n'est pas condamné. Et deuxième, mais le poste, vu le poste qu'il a, effectivement, considéré comme vice-président pour certains de la majorité. On peut se poser la question. Quant au ministre de la Justice, c'est encore plus, c'est bien plus grave, puisque il est renvoyé devant la Cour de justice de la République. Encore une fois, il y a appel, donc tout est arrêté. Pourquoi ? Parce que conflit d'intérêts, où il a cherché à sanctionner des magistrats. Il avait voulu prendre sa revanche, quoi. Avec qui il avait eu maille à partir quand il était avocat. C'est ça. Donc là, il y a des sujets, mais voilà. Ce que je ne supporte pas, je me souviens de Rugy, par exemple, vous vous souvenez de Rugy, le ministre de l'écologie, qui a été obligé de dégager du gouvernement pour une histoire de homard. Mais c'est de la folie totale. Si la démocratie aujourd'hui est livrée à ces événements, ce n'est pas possible. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je te dis simplement, quand on aspire et quand on occupe des positions aussi importantes que le ministère de la Justice, secrétaire général de l'Élysée, c'est pas ces gens-là aujourd'hui. On parlait avant d'exemplarité, puisque le président, moi je suis un démocrate, comme disait auparavant le président, la notion d'exemplarité. Je regrette quand tu commences à avoir des suspicions là, le type il est renvoyé, mis en examen. Effectivement, on sait qu'en France, la caractéristique en France, on sait que la justice est très très longue. Il y a des gens, ça fait des affaires, ça fait 15-20 ans qu'elles n'ont toujours pas été jugées. Sarkozy, ce genre de choses. Donc, au bout d'un moment, on peut se poser la question, moi je suis pour l'exemplarité totale. Moi, quelqu'un qui est comme ça, mis en examen, moi je regrette, il part. On ne discute pas, on passe à autre chose. Bon, voilà. On va accueillir Chouchou qui souhaitait revenir sur le compteur Linky. Chouchou, bonjour. Chouchou. Bonjour. Bonjour. Alors, par rapport au cumulus, ce que je comprends pas, c'est que pour couper le cumulus, enfin le ballon d'eau, il faut avoir accès au tableau électrique. Absolument. Or, le tableau électrique est à l'intérieur des logements. Oui. Donc, en fait, le Linky coupera le courant, tout simplement. Alors, il coupera pas le courant. Non, il coupera apparemment, d'après ce que j'ai compris. Peut-être que vous allez me contredire si je dis des bêtises, mais il aura accès à la chaudière ou en tout cas l'endroit qui permet de couper le ballon. Il va pas couper l'électricité, vous imaginez, pendant 2 heures. C'est impossible parce que c'est le tableau énergie, c'est le tableau électrique. Alors je sais pas, Ali, par exemple, parce que tu peux me répondre là, comment ils vont procéder avec leur truc là pour couper le ballon. C'est pas ça, c'est que tu as la puissance. Ils peuvent couper le courant depuis le tableau. Aujourd'hui, quand tu as un mais ils vont pas couper le courant des maisons quand même. Si, je pense qu'ils vont certainement couper du courant ou mettre des puissances minimales. Ils vont peut-être te limiter à moi je vous dis que c'est de la fake news. Mais je sais pas, ça a été annoncé par le gouvernement, qu'est-ce que tu racontes?
C'est pas de la fake news, Pierre. Allez regarder un excellent article du Monde qui est sorti il y a quelque chose comme 20 heures, et vous comprendrez pourquoi le compteur Linky ne va pas nous couper l'eau chaude cet hiver. Voilà, allez-y. Peut-être pourquoi on nous annonce que Enedis a été autorisé. Toutes les bêtises. C'est pas des bêtises, c'est incroyable. Bien sûr. Non, mais la question à se poser, je pense qu'il faut la vraie question que Christophe a posée, je pense, au gouvernement, c'est répondre par oui, par non. Est-ce qu'aujourd'hui, nous disposons de réserves nécessaires et suffisantes pour pouvoir passer l'hiver jusqu'au mois de mars pour combler tous les besoins de la population française? En gaz, on dit oui, que les réserves sont pleines. Alors voilà. Alors attention, là, en gaz, au niveau de l'électricité, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir répondre? C'est très facile, puisqu'il faut que tu saches quelque chose. La réponse est oui, si on ne surconsomme pas, et s'il n'y a pas voilà. Non, mais ça ne veut rien dire, c'est des réponses. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire des hivers rudes et on consomme ça veut dire des hivers rudes. Non, pas du tout. On est capable de dire aux gens, on est capable de dire aux gens, voilà, aujourd'hui, on est capable, nous, de pouvoir pallier aux besoins de la population française. La question est très simple. On sait pertinemment que le pétrole et le gaz, tu peux les stocker. L'électricité, ça ne se stocke pas. D'accord ? On ne peut pas le stocker. Donc, comment va-t-on faire pour, si demain matin, effectivement, l'hiver va durer jusqu'au mois de mars, tu sais, les Allemands aujourd'hui, qui dépendent effectivement énormément du gaz, effectivement russe, aujourd'hui, ils sont en train, effectivement, de préparer la population parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont faire face à véritablement de la pénurie. Donc, faut le dire aux gens, la pénurie. Faut pas dire aux gens sobriété, pas de pénurie. Pas du tout. Et d'ailleurs, la France. Non, je comparais. La France va livrer du gaz. C'est un bon exemple de l'Allemagne parce que c'est bien de parler à l'Allemagne. livrer de l'électricité à la France. On est un jour d'honneur de leçon. Donc, au moins qu'on écoute un peu un pays qui est un peu sérieux. Oui, chouchou. Oui. Oui. Oui, je voulais dire, donc, j'en suis sûre et j'en suis certaine, puisque je travaille dans le bâtiment, j'ai fait une formation pour devenir électricien, et je vous le dis, si le Enedis ne peut pas rentrer dans... Parce qu'en fait, ça passe par le tableau, électrique. Oui. Si vous n'abaissez pas le levier, vous ne coupez pas le cumulus. Donc, en fait... Linky, Enedis par le Linky à distance coupera l'électricité chez vous, tout simplement parce qu'il n'a pas accès. Mais on peut aussi réduire la puissance. Réduire la puissance. Madame, on est plus dans des logiques, de réduire la puissance. Oui, mais réduire la puissance, ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser votre chaudière, vous ne pourrez pas utiliser... Oui, bien sûr, mais c'est ça. Oui, madame, c'est ça, exactement. Oui, madame, c'est ça, exactement. Vous pourrez allumer le réfrigérateur, pas le four, pas le micro-ondes. Exactement. C'est ça, madame. Merci de la précision, ma chouchou. Merci beaucoup. 01 40 33 9000, les amis, pour intervenir dans cette émission qui est la vôtre. C'est le Grand Forum. On essaie ensemble de comprendre ce monde qui se dessine devant nous. Voici les zappings. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous allez le faire gagner parce que c'est notre projet. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Alors, dans notre zapping, messieurs, dames, aujourd'hui, et pour commencer, on va commencer par un coup de gueule de Bruno Le Maire concernant les fournisseurs. Des factures avec des prix exorbitants, des conditions de contrat qui sont révisées de manière unilatérale, ces comportements abusifs de certains fournisseurs dans la période actuelle sont inacceptables. Nous ne voyons aucune raison pour que des producteurs d'énergie profitent de cette flambée de l'énergie pour se constituer une rente sur la base de prix de marché qui sont délirants. Délirant, nous dit Bruno Le Maire. Ali. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est... tu vois, on découvre, grâce à cette guerre, ou cette situation dans laquelle on est en train de vivre, on se rend compte qu'effectivement, que ce capitalisme sauvage, on se rend compte qu'effectivement, on est sans limite. Il y a des gens qui profitent de cette misère. Alors, juste pour information, il parlait du mégawatt électricité. Aujourd'hui, il était normalement à peu près à 50 € le mégawatt. Ouais. Et tu sais à combien il est monté ? 1000. À 1000. Ouais. Comment on peut expliquer
comment on peut expliquer que de 50 euros le mégawattheure, tu passes à 1000 ? Moi, j'aurais préféré que le président et que le gouvernement prennent des décisions sur ces fournisseurs d'énergie, que ce soit Total ou EDF ou Engie, tout cela, plutôt que de venir vers la population, de leur dire faites de la sobriété, roulez pas trop, chauffez pas trop. Donc aujourd'hui, le gouvernement, moi j'attends que le gouvernement prenne véritablement ce problème à bras le corps et que ces sociétés-là, qu'aujourd'hui, décret ou pas décret, on impose. Et je dis bien, on impose à ces sociétés. Parce que regarde, Christophe, tu as une inflation avec l'Ukraine, tout a augmenté. Le prix de l'huile, il était à combien ? Il est monté à 3,50 €. J'ai pas l'impression que le prix a diminué. Plus cher, j'ai même vu plus cher. J'ai pas l'impression que le prix a diminué. Donc ce capitalisme, malheureusement. La spéculation. C'est plus et le pire, c'est qu'on fait pas marche arrière. Faut bien. Une fois que le prix a augmenté, on ne revient pas en arrière. Il faut quand même le savoir. Darmanin hier a été interrogé à l'Assemblée nationale sur le démantèlement du camp des toxicomanes du côté de la Porte de la Villette. Écoutez le ministre de l'Intérieur. À peu près 1 millier de policiers étaient dans le 19e arrondissement de Paris pour procéder à la destruction, après réquisition des services de la ville de Paris, on pourrait appeler ça une ville, je mets des guillemets. Incroyable, il attaque la ville de Paris, on pourrait appeler ça une ville. Je mets entre guillemets, Darmanin nous dit, tout ça pourquoi, Pierre ? Pour que dans 2-3 jours ça se reconstitue ce camp ? Hélas, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que cette question du crack dans Paris et de la consommation de drogue dure se pose. Donc, après avoir déménagé les crackers qui sont des malades dans le quartier de la Villette, voilà que maintenant on les disperse et qu'on appelle la force publique. Mais on n'a toujours pas soigné les gens, trouvé une solution. Ils vont tout simplement se disperser et il y aura un nouveau point de deal qui réapparaîtra dans quelque temps. Je rappelle que le phénomène de Stalingrad, parce que ça a commencé là, excusez-moi, mais ça a commencé dans les années 90. Et donc nous sommes en 2022. Et on n'a toujours pas trouvé la solution. On n'a pas trouvé la solution parce qu'en matière de santé, nous sommes très en retard sur les solutions alternatives et notamment l'équipement en salle de consommation médicalisée, encadrée. Si je regarde par rapport à l'Allemagne, à la Suisse, aux pays du Nord, nous sommes vraiment derrière. Alors, je vois bien l'opinion publique qui, évidemment, quand vous avez 200, 300 crackers qui arrivent dans un quartier, mais c'est l'apocalypse. Et donc, évidemment que vous avez des réactions. Le problème, c'est en termes de politique publique sanitaire, en termes de politique publique en matière de santé, de prévention, c'est qu'est-ce qu'on fait voilà. Et donc, l'annonce de Darmanin va peut-être faire plaisir à quelques-uns, mais en fait, ne résout strictement aucun problème. Rien. Ouais, voilà, on est d'accord. Tiens, mais dis donc, mais qu'est-ce qu'on est d'accord? Mais c'est pas normal, ça. Ça va pas durer. Révolution en Iran, les artistes se mobilisent et Eric Nolot, les critiques. Pour la liberté et en solidarité avec les femmes iraniennes, Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Jeanne Birkin et Charlotte Gainsbourg ou encore Angèle. Elles sont 50. 50 artistes, les ciseaux à la main, et elles se coupent une mèche de cheveux. Où était-elle? Où était ce milieu? C'est pas la première, c'est pas d'aujourd'hui que les femmes sont oppressées en Iran. Quand l'actualité les pousse à intervenir, eh bien sur une logique émotionnelle, elles le font. Moi, je préfère des militantes de longue date, des gens qui s'engagent au quotidien plutôt que des coups de com'. Les coups de com' dénonce Eric Nolot par rapport à ces artistes qui se mobilisent pour soutenir les femmes iraniennes. Oui. D'abord, dire que le combat des femmes iraniennes, de la jeunesse iranienne, est un combat extraordinaire. Moi, c'est avec beaucoup d'humilité que je salue ce combat. Je rappelle que j'ai été à l'initiative avec mes amis iraniens de la première manifestation qui a eu lieu au Parvis des droits de l'homme
il y a maintenant 10 jours et qui a réuni plus de 4000 personnes. Mais je trouve que la critique de Nolo, elle est comme d'habitude très facile et qu'il cherche à faire le buzz. Oui, bien entendu que les artistes qui sont ici et qui se coupent un bout de cheveux, on peut trouver ça symbolique et léger, mais c'est très bien que dans le monde entier il y ait des réactions, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle de l'Iran, il y a des jeunes femmes qui se font massacrer, qui se font tuer, qui se font violer. Ici même, en France. Oui, enfin, là, je parle de l'Iran. Je parle de l'Iran. En France aussi, il y a des femmes qui se font taper, violer. Oui, non, attends, pas... Il y a des femmes qui, en Iran, se soulèvent tout simplement pour avoir la liberté de porter le voile ou de ne pas le porter. Je ne fais pas dire plus au mouvement iranien que ce qu'il dit. Et cela, c'est un combat formidable contre la dictature des mollahs qui dure depuis 43 ans. Bravo à elles, mais en même temps, je dis beaucoup d'humilité parce que c'est elles qui se font tuer aujourd'hui. Mais je suis persuadé qu'à partir du moment où la jeunesse iranienne se détourne des mollahs, ce régime n'en a plus pour longtemps. Bon, bah écoutez, c'est les analyses de Pierre-Henri, hein, voilà. Sinon, tiens, il y a un ancien président qui a beaucoup d'humour, c'est François Hollande. Écoutez. Vous avez raté de peu Nicolas Sarkozy. Non, je ne crois pas. En 2012, on n'a pas raté. J'adore. Hein, vous adore. Ali, il a de l'humour à notre président, notre ancien président. Oui, enfin, petite blague, il aurait mieux fait de mieux gouverner plutôt que d'envoyer... bon, ça va. Allez, dans un instant, le porte-parole Olivier Véran nous dit... Tout va bien, il n'y a pas de pénurie d'essence, de carburant en France. Tu adores ce thème, toi. Bah oui, dans un instant, on en parle. Qu'est-ce qu'il y a, mon Ali ? Non, mais je disais qu'on parlait de François Hollande, son secrétaire général, et n'était ni plus un qu'Emmanuel Macron. C'est vrai. C'était Emmanuel Macron, secrétaire général. Allez, oui, au début du c'est mandat, important quand même. C'est merci, mon Ali, merci de la précision. C'est important. Donc, à mon avis, voilà, adjoint, encore pire. Hein. Encore pire. À tout de suite. Non. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct avec Pierre-Henri, président de France Fraternité, avec Ali, notre directeur commercial. Je rappelle la battle du jour tout à l'heure, doit-on légaliser le cannabis ? C'est la grande question qu'on va se poser tout à l'heure en battle sur France Maghreb 2, et j'espère qu'il y aura Kauter Ben Mohamed qui est en route, hein, elle est bloquée dans le métro parisien, Marseillaise perdue à Paris. Voilà, donc la présidente de Marseille en colère. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a été interrogé hier à l'issue du Conseil des ministres sur la situation d'approvisionnement du carburant. Il y a des gros problèmes, des files d'attente incroyables et des pompes, des stations fermées en pagaille, notamment Total Énergie, qui n'arrive pas à subvenir aux demandes des automobilistes. Et Olivier Véran a tenté de rappeler qu'il n'y avait pas de pénurie et que tout va presque bien. Il y a un double paramètre. Bon, le premier paramètre, on ne va pas s'en plaindre, entre guillemets, c'est que certaines stations sont victimes de leur succès, puisque la baisse des prix est telle à la pompe, et c'était une demande des Français, qu'il peut y avoir des tensions sur la disponibilité d'un ou plusieurs carburants dans les stations. Pour vous donner le chiffre que j'ai vérifié avant de vous retrouver, on était à 12% des stations à l'échelle du pays qui rencontrent des difficultés sur au moins un type de carburant, avec des variabilités, puisque dans la région Hauts-de-France, on atteint plus de 30% des stations qui peuvent rencontrer des difficultés. Mais il n'y a pas de pénurie. Ça, c'est un point qui est important. Deuxième paramètre, vous l'avez dit, il y a une grève qui affecte un certain nombre de raffineries, 4 raffineries totales sur 6, ainsi que certains dépôts de carburant qui relèvent de la compagnie. Nous suivons évidemment de très près avec les opérateurs l'évolution de la situation, et nous avons été amenés, ça et là, lorsque c'était nécessaire, à avoir recours, à puiser dans les stocks stratégiques pour permettre d'alimenter des stations et permettre donc aux consommateurs d'utiliser leurs véhicules, notamment pour aller travailler ou emmener leurs enfants à l'école. Et j'annonce aussi, Ali et Pierre, que l'OPEP hier a annoncé de réduire de 2 millions de barils par jour. Ouais, mais là, je crois que je sais pas si c'est...
De façon à soutenir les prix, oui. Oh, mais Olivier Véran, faut être un minimum sérieux, ce garçon-là. Il n'est pas sérieux lui aussi? Bah écoute, regarde ce qu'il est en train de te dire. Il est victime du succès. Tu connais beaucoup de gens, toi, qui ont rempli le gasoil, qui ont tourné parce que c'est pas cher, qui ont consommé. C'est pas un produit de consommation courante. Hein. Quand on fait le plein, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit victime du succès. Bah ok, mais les gens ils mettent le plein quand ils roulent en voiture, c'est pas pour aller se balader, hein. C'est pour aller travailler. Non, mais attends, Pierre, attends. Ce qu'il est en train de dire, c'est pas ça. Non, mais Pierre, Pierre, il est en train de parler d'un produit. C'est pas un produit de consommation courante. On est en train de manger une baguette, on est en train de faire le plein. Bon, c'est pas parce que le gasoil est tombé à 1,65 € grâce aux différentes aides que les gens sont allés faire le plein et puis ils sont baladés autour du périphérique, qui ont pris la voiture et circulé dans tous les sens. Faut arrêter de raconter des ânneries. Ce monsieur, il est complètement déconnecté. Il est en train de te dire, moi, j'habite en région parisienne. Ben, je regrette qu'ils viennent chez moi dans le Val d'Oise. Ben, effectivement, il y a une station Total en face de chez moi. Elle est fermée depuis plus de 15 jours. Depuis plus de 15 jours, le type a fermé. C'est-à-dire, la station est complètement fermée. Donc, venir maintenant nous raconter qu'il y a des tensions, moi, je pense que il faut être clair et transparent avec la population. Leur dire qu'effectivement, là, tu as vu ce qu'il a dit? Il a dit, c'est un problème lié à l'entreprise. Effectivement, parce qu'il y a des problèmes chez Total. On le sait, qu'il y a des revendications salariales de la part des employés de chez Total pour des revendications d'ordre salarié, pour augmenter les salaires. Et Total, apparemment, pour le moment, ne cède pas. Et forcément, par votre conséquence, on le voit, on le vit au quotidien. Ouais. Mais il faut arrêter toujours de cacher ou de raconter des âneries. Il faut dire la vérité, point barre. Voilà, il y a un problème. On va essayer de le résoudre, c'est tout. Mais il ne faut pas venir dire aux gens, ah non, c'est une 12%. Bah 12%, je regrette. Tu vas chez moi dans le Val d'Oise, c'est pas 12%. Il y a des stations, elles sont complètement fermées. Ouais, c'est un véritable problème, Pierre. Je suppose que toi aussi, tu es concerné. Hein. Pour trouver de l'essence, ça devient compliqué, là. Bah non. Comment ça, bah non? Bah non. Non, mais ça Pierre, sois sérieux. Non. Moi aussi, je suis sérieux. Région parisienne, on galère. Mais attendez, là encore, il faut pas dire n'importe quoi. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire. Moi, je suis comme tout le monde. Évidemment, quand il s'agit d'aller faire le plein, je vais aller regarder quelle est la station qui fait le prix le plus avantageux. Évidemment, et donc je vais pas aller m'alimenter à l'intérieur, par exemple, de Paris, où les prix sont totalement fous. Ils sont encore à plus de 2 €, 2,10 €, 2,20 €. Donc je vais aller à une station qui est une station, je ne vais pas faire de pub, mais d'un magasin fort connu, une chaîne de magasins, Leclerc, pour ne pas le nommer. Ouais. Et évidemment, quand j'arrive à la station Leclerc, qui est en l'occurrence entre le 17e et le 18e, à la porte, là, évidemment, il y a un petit peu de monde. Et pour faire... Bah tiens, on a Mohamed qui est en train de faire la queue. Pardon, Pierre. Et pour faire... Oui, non, mais je termine, parce que ça, c'est trop facile. Donc, tu vas me trouver Mohamed, qui est en train de faire la queue à la pompe à essence. Ben moi aussi, je mets 10 minutes pour faire mon plein. Voilà. Allô? Oui, t'es où, Mohamed? Ouais, bonsoir tout le monde. Ouais, je suis entre Livry-Gargan et Sevran. Il m'a pas trouvé, Christophe, c'est moi qui ai appelé Henri. Hein. C'est pas Christophe qui m'a appelé en parallèle. Bah oui, bah bien sûr. Pierre-Henri, tu parles, Christophe, il fait jamais ça, bien sûr. Bah non, jamais. J'ai même pas son numéro, Mohamed. Non, mais laisse-le. Alors vas-y, Mohamed, tu fais la queue là. Tu fais la queue pour mettre de l'essence. Bon alors, Mohamed, qu'est-ce que tu prends comme essence? Oui, excuse-moi, j'entends pas. Qu'est-ce que tu prends comme essence? On s'en fout de ça. Du gasoil. Du gasoil. Oui. Bon, alors ça fait combien de temps que tu fais la queue, Mohamed? Bah là, ça fait un petit 10 minutes. Il y a pas mal de bagnoles devant moi. Et j'ai passé 2 pompes avant d'arriver à celle-là. Ou peut-être qu'il habite pas en France. Olivier Véran. Henri, ou je sais pas. Mais je t'ai dit où aller. Je t'ai dit où aller. Paris, c'est la France. Dans le 93, entre Livry-Gargan et je sais pas, j'ai roulé. J'ai à Livry-Gargan, je pense. C'est possible. Oui. Bon, en tout cas, ça devient compliqué. C'est certain, je suis en train de faire la queue. Il n'y a pas de possible. Voilà, c'était juste pour un. Bon, t'es à quelle station? Mohamed, t'es à quelle station? J'en sais même pas. Tu vois, il sait même pas où il est à livrer. Je crois que c'est Esso. Il est tellement loin. Esso, bah tu vois que les gens ne se contentent même plus d'aller chez Total parce que. C'est qui notre invité, excuse-moi, il a entièrement raison. C'est Ali. C'est Ali. Ali, il s'appelle. Ali, bonsoir Ali. Il a entièrement raison. L'autre, c'est pas un cadeau. Il me fait une risson sur les tartes. J'allais acheter des tartes pour mes enfants. Mais le gasoil, c'est pas le choix. J'y vais parce que j'en ai besoin. Lui, il a dit
c'est une ristourne, c'est un cadeau de la maison. C'est rien du tout, c'est obligatoire le gasoil maintenant. Ouais. Merci beaucoup, des bons courage. Et donc, ça se concentre sur les stations qui font les prix les plus intéressants. Quand je vais à la pompe, je vais terminer, quand je vais à la pompe à essence, et effectivement, j'ai en règle générale 8-9 bagnoles devant moi, parce que tout simplement, c'est sans doute l'un des endroits les moins chers de Paris. Regarde, Pierre-Henri, il faut être un minimum sérieux. Mais arrête avec ça, depuis le début, ça fait 1 heure et demie que tu traites tout le monde de très sérieux. Mais ils sont pas sérieux, ces gens-là. Je répète, Pierre-Henri. Il faut te mettre au gouvernement, mon cher Ali. Vite, parce que là, on a un cadre, les gars. Oh là là. Non, mais je suis. Franchement. Attends, je peux terminer parce que ne juge pas, parce que simplement. Tu peux parler fort et tu peux parler pendant 80% du temps. Ça, c'est pas pour autant que tu vas nous convaincre. Moi, je suis simplement en train de dire que j'en veux à Olivier Véran, c'est de dire, tu vois. Tu en veux à tout le monde. Tu en veux à la terre entière, Ali. Parce que c'est normal. Depuis le début, tu en veux à la terre entière. Mais prends des gouttes. Je peux terminer mon propos. Mais regarde, entre Olivier Véran qui t'annonce que effectivement la pénurie victime du succès. Mais t'imagines ce que ça veut dire, victime du succès? Mais c'est du n'importe quoi. Mais les gens qui vont aller mettre l'essence parce que l'essence n'est pas chère. Mais c'est n'importe quoi. Ah, mais je vais mettre du gasoil. Allez hop, on sort pour aller mettre du gasoil et on va se balader parce que c'est canon. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Victime du succès. Tant pis, il faut arrêter. Faut être un minimum sérieux. C'est-à-dire l'économie, c'est quelque chose de sérieux. L'économie qui est moins élevée. L'économie, c'est quelque chose de sérieux qu'à d'autres. Voilà, ne lui fais pas dire ce qu'il n'a pas dit. Véran raconte suffisamment de bêtises en tant que porte-parole du gouvernement pour ne pas lui en faire dire quand il ne les dit pas. Voilà. Un peu d'objectivité, Ali. On peut demander aux gens peut-être de. Mais tu es partisan, Ali. De s'arrêter de la science. Les applications, évidemment, il en existe pour connaître un petit peu les stations ouvertes, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Moi-même, j'ai eu à chercher pendant toute une soirée des stations ouvertes. C'est très compliqué. Le week-end, la semaine, il y a des stations qui sont fermées depuis une quinzaine de jours. Il y a une grève en ce moment chez Total. Ça complique évidemment les choses. Et c'est la galère pour les gens, sauf pour Pierre-Henri qui vit je ne sais où. Mais c'est la galère pour les gens pour trouver du gasoil, pour trouver de l'essence aujourd'hui, vraiment. Et quand le ministre porte-parole... Et tu fais la promotion du gasoil en plus. Non, quand tu n'es pas très écolo, qu'il n'y a pas de pénurie, c'est se foutre de la gueule du monde aujourd'hui. Vraiment. Quand on va dans le Nord, par exemple, tous les frontaliers qui viennent mettre de l'essence, et là j'ai envie de dire c'est pas de guerre parce qu'on l'a fait aussi à l'époque où quand c'était moins cher au Luxembourg, en Belgique ou en Allemagne, on allait mettre le plein là-bas. Et ils font la même chose parce qu'effectivement les primes aujourd'hui gouvernementales font qu'on a du carburant beaucoup moins cher. Donc les frontaliers viennent et donc forcément ça vide des cubes. Forcément, voilà. 01 40 33 9000. Tiens, je sais pas qui est avec nous. Bonsoir. Allô? Bonsoir, Christophe, ça va? Ouais, ça va, ton prénom? Non, je peux pas te le donner, je suis anonyme là. Ah, t'es anonyme, ok, qu'est-ce qu'il y a? Non, je peux pas te le donner parce que je vais te donner une information. Ouais. Moi, je suis chauffeur poids lourd. Ouais. Donc, je ravitaille les stations-service. D'accord. Moi, je te dis dans le 15, là, parce que moi, je suis dans une grosse société là, dans le Nord. Oui. Tous les poids lourds, ils sont bloqués. Donc on travaille plus en fait, tu vois. Et je te dis, d'ici le 15 octobre, là, tu verras qu'il n'y aura plus d'essence partout dans toute la France. Et pourquoi il n'y aura plus d'essence? Eh ben tu verras. Non mais d'accord, la motivation, c'est un mouvement de grève, c'est ça? Non mais c'est quoi? Pourquoi il n'y aura plus d'essence dans les stations au mois d'octobre, le 15? Il faut nous dire déjà nous pourquoi on ne travaille plus, le patron ne veut pas nous faire travailler, tous nos poids lourds, nous et tout ça, les ravitaillements, on est bloqués. Et je sais pas si tu as remarqué, ceux qui ravitaillent en ce moment, les Total et tout ça, tu verras, c'est que des camions blancs. Il n'y a rien marqué dessus. Il n'y a ni marqué les trucs d'entreprise, il n'y a rien, c'est des poids lourds blancs, des citernes toutes blanches. Tu peux remarquer si tu sors ce soir, si tu comptes sur ça. C'est que des camions blancs, on ne sait même pas d'où ils viennent, ces camions citernes, et il n'y a aucune entreprise marquée dessus. Et toutes les entreprises comme la mienne et les autres, on est tous hackés, nous on ne travaille pas, moi ça fait depuis 7 jours que je travaille plus. On peut te poser une question, donc ça veut dire, tu es en train de nous dire que la plupart des gens aujourd'hui, des transporteurs qui sont censés alimenter les stations, officiellement aujourd'hui vous ne travaillez plus? Non,
On travaille plus. Et c'est lié donc au mouvement de grève. Vous n'avez pas l'information d'origine On n'a aucune information. Les raffineries, parce que on me rappelle. D'accord. Mais vous êtes mis en chômage technique? Vous êtes mis en chômage technique, comment ça se passe là? Oui, vous êtes mis en chômage technique? Ouais, c'est ça, tout à fait. Oula, ça fait... Ah bon. Et vous êtes où là? Et c'est parti pour... Attendez. Vous êtes où? Vous êtes sur la route là? Là, je suis sur la route. Eh ben alors, donc vous roulez. Bon, vous n'êtes pas en chômage technique donc. Puisque vous roulez, il faut savoir, vous roulez là en ce moment, vous n'êtes pas en chômage technique. Ah là, je roule, je me balade, je me promène avec ma voiture, oui. Ah, avec sa voiture, vous vous baladez. Une dernière question. Dernière question, monsieur Anonymous. C'est parti pour durer un petit moment ou? Ah non, mais j'aime beaucoup, c'est anonyme. Là, ça va commencer à partir du 15 c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Et je vous rappellerai, Christophe. Avec plaisir, merci beaucoup. J'espère que d'ici là, ils vont... C'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais quoi, c'est n'importe quoi. C'est les gens qui, c'est le peuple qui s'exprime. Mais oui, bien sûr, de manière anonyme. Et alors? Il a pas envie d'avoir des problèmes, c'est tout. Bien sûr. Bah oui, 01 40 33 9000. Oui, bah je crois qu'on va lancer vraiment on va lancer un jingle avis de recherche au carburant. Vraiment, on va lancer parce que là pour le coup, ça devient catastrophique. Voilà, j'ai des copains qui tous les soirs m'appellent, me disent que je fais 1 heure de queue pour mettre de l'essence, ça devient compliqué. Le Pierre-Henri nous dit non, tout va bien. Moi personnellement, je ne circule plus en voiture, je circule en transport, tu vois. Bah oui, non mais voilà. Tiens, on va mettre ce jingle. Regardez, allez, regardez. Avis de recherche, carburant en France. Si vous avez une station Total d'ouvert, Mais pourquoi il fait de la pub pour Total? Allô, bonsoir, qui est c'est extraordinaire. Allô. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Mohamed de Dijon. Oui, Mohamed. Alors, vous avez des problèmes de carburant? Bonjour la Bourgogne. À Dijon, il y a des problèmes de gasoil ou pas? Ah bah toutes les stations Total à Dijon sont fermées. Eh ben voilà. Ah bah voilà, donc c'est Et on recherche des stations Total à Dijon. Et là, il y a la ruée vers les autres stations, je suppose. Hein. Là, les stations ESSO commencent à être prises d'assaut. Oh là, d'accord. Bah, c'est ce qu'on a eu à Paris, parce que nous on a les mêmes choses. Hein. On a les BP, elles sont tous prises d'assaut. Maintenant, même les SO chez nous, il n'y a plus d'essence. T'as remarqué que les stations autoroutes qui étaient habituellement les plus chères sont les moins chères aujourd'hui. Oui, mais même il y en a ça devient dangereux SO... parce qu'il y a des queues qui se forment sur les autoroutes pour rentrer dans les stations. C'est super dangereux. Oui, j'ai fait des vendanges là à Nuit Saint-Georges. Oui. Beaune, etc. Oui. Et ben, ça a été la galère aussi pour trouver de l'essence pour les vendangeurs. Hein. Oh là. Ouais. Oui, mais c'est tout le monde. Il faut envoyer un message. Envoie un SMS à Olivier Véran, dis-lui que qu'effectivement l'alcool des vignes ne suffit pas à l'alimentation. N'importe quoi, Pierre. Merci beaucoup, Mohamed. On recherche du gasoil et du carburant du côté de la Bourgogne aussi. C'est ça. Oui. Je te distingue quand même que depuis le mois de mars, je roule à l'huile de végétal. Voilà. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. C'est bien ce que je disais. On va mettre du raisin dans les bagnoles. Non, mais tout va bien. Merci beaucoup. Mais c'est une émission humoristique. Le grand. C'est un peu comme avec Olivier Véran, c'est comme les masques. On va avoir droit à tout. Hein. Ouais. Alors d'abord des médicaments en ce moment, Olivier Véran, pas. Je sais pas parce qu'il doit toujours gérer des crises, le pauvre, lui, à mon avis. Mesquin. Le pauvre, il a quitté le Covid, les masques qui ne sont pas disponibles, et là maintenant il est en train de nous dire qu'il n'y a que 12% des stations. Dans un instant, on va s'interroger sur une information également qui a été donnée hier. Les familles françaises qui hébergent des réfugiés ukrainiens se verront remettre la somme de 150 € par mois. Ça pose un problème de moralité là. C'est à Pierre-Henri que je m'adresse dans un instant, ne bougez pas. Non, on va vraiment devoir lancer cette rubrique dans le grand forum. Là, on va y penser sérieusement à la recherche du carburant parce que là, ça devient dramatique pour le coup. Voilà, avec ce petit jingle, évidemment. Voilà. Avis de recherche au carburant. Non, mais Pierre-Henri nous a donné une bonne astuce, c'est vrai. C'est quoi? Il y a des moyens de substitution quand même. Chez Michel Edouard. On peut mettre d'autres choses que de l'essence, hein. Du vin, plein de choses, hein. Des produits bio. C'est pas moi qui le dis, c'est les éditeurs choisis par. Bon, on est en retard. Pierre-Henri, Pierre-Henri dit pas de conneries. Je choisis pas les auditeurs, ils nous appellent en direct et je les prends ici. Il n'y a pas de sélection, donc dis pas de bêtises. D'accord. Pierre-Henri.
On annonce que pour héberger les Ukrainiens, on va être rémunéré à 150 € par mois. Alors il y a des conditions quand même, hein. Il faut au moins les héberger 90 jours. Il faut l'avoir fait depuis quelques temps, ça court jusqu'au fin décembre. Ça pose pas un problème de moralité cette histoire? Ah mais moi je suis pour l'hébergement citoyen, mais alors je suis pour l'hébergement citoyen à partir du moment où ça s'adresse à n'importe quelle nationalité, c'est-à-dire que dès lors que nos compatriotes hébergent un demandeur d'asile, un réfugié, eh bien qu'on l'encourage, que l'on encourage cette action solidaire, pourquoi pas, voilà. Alors, mais je rappelle aussi en même temps que accueillir des demandeurs d'asile, accueillir des réfugiés, c'est un métier, que ça demande un certain nombre de compétences en termes psychologiques, en termes juridiques, etc., et que ça ne peut pas remplacer une politique publique. Je rappelle aussi que la journée d'hébergement d'urgence aujourd'hui, elle est plafonnée aux alentours de 17 à 18 € jour personne. Donc, y compris quand on fait une proposition à 150 € pour les citoyens, ça peut être un complément de revenus, mais qui finalement économise de l'argent pour les caisses de l'État. Voilà. Donc, ça pose un problème de moralité. Je dirais que c'est une bonne mesure de favoriser l'hébergement citoyen, à condition que ça ne s'adresse pas que à l'hébergement des Ukrainiens. Et là, on a bien précisé que ça concerne les Ukrainiens. Ali. Eh bien, voilà, je ne suis pas d'accord. Ali. Sincèrement, après, pour qualifier ça, qu'on le veuille ou non, quelque part, c'est quand même une mesure qui est un peu discriminatoire, quand même. Puisqu'on est en train de dire, si on a un problème déjà, comme l'a dit Pierre-Henri, de réfugiés syriens, afghans, irakiens, qui viennent de subsahariens. Et là, on décide que si tu viens d'un certain pays, ben on va pouvoir, tu auras la possibilité d'être simplement hébergé. Et Pierre-Henri a raison à juste titre, parce que tu héberges des gens, ok, mais ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi dans la journée? Ils vont faire quoi? Est-ce qu'il y a un emploi? Est-ce qu'il y a une formation derrière? Donc sincèrement, c'est encore de la politique de bricolage, parce que la personne, elle va aller habiter chez quelqu'un moyennant 150 €. Mais elle va faire quoi de ses journées? Il y a le côté psychologique qui est important, il y a le suivi qui est important. Donc là, on est simplement en train de dire aux gens, écoutez, en un mot, je traduis, on est incapable de pouvoir accueillir des gens, on est incapable de pouvoir les héberger, et la même chose, là, on responsabilise les gens. Là, on les prend plus pour des enfants, on leur dit, essayez de vous substituer à l'État. Sincèrement, c'est encore, je regrette toujours cette politique de bricolage, qui n'est pas du tout sérieux et qui n'est certainement pas digne de la France. Donc discriminatoire d'un côté et surtout même un peu dangereuse, parce que imagine demain l'Ukrainien que tu vas emmener, je sais pas moi, tu vas emmener au fin fond de la Creuse, sans être méchant, j'ai rien contre la Creuse, hein, mais qui va habiter dans une maison, mais il va faire quoi de ses journées? Il va parler avec qui? Il y a tout ça, tu vois. Sur l'hébergement dans les zones rurales, moi j'ai travaillé pendant 20 ans sur cette option. C'est de la haute couture. C'est-à-dire, il faut. Il y a tout qui va avec. C'est ça. Moi, c'est ça que je suis en train de dire. Exactement, c'est tout qui va avec. C'est-à-dire, c'est une chaîne complète. Voilà. L'hébergement, l'accueil, et le métier, etc. Quand tu as des compétences. Exactement. Mais ça, tout à fait. De quelqu'un qui arrive d'un pays X, Y, qui a fui le pays pour diverses raisons, il y a des compétences qui peut les mettre au service d'une collectivité, etc. Parce qu'il y a un emploi, parce qu'il il va apprendre la langue, etc. Très bien, mais c'est de la haute couture. Moi, je connais Yves Saint Laurent. Mais quand je dis c'est de la haute couture, j'ai compris, Pierre. Tu es d'accord avec moi? C'est du bricolage encore. Alors, Nasser Lajili est avec nous, notre copain Nasser. Salut mon Nasser. Comment va? Ça va avec toi? Copain, toi? Oui, il fait partie d'équipe, la même équipe que toi, Nasser Lajili. Bonjour Nasser. Bonjour Pierre. Comment ça va? Ça va, je te remercie, impeccable. Bon, qu'est-ce qui se passe, mon Nasser? Je vois que tu es toujours bien animé dans tes discussions, Pierre. Oui, il est chaud patate, Pierre. Non, moi, je voulais intervenir par rapport au Pompe à essence. Donc, bien évidemment, ce qu'on entend de Véran, ça peut que faire rire. Et tout simplement, ça fait rire Ali. Encore la parole du gouvernement. Parce que là, on prend l'exemple, à Gennevilliers, on a 7 stations essence. Dans les 7, il en reste une.
Il y a une queue de 400 mètres. 400 mètres à 500 mètres de queue qui fait des bouchons pas possibles et qui malheureusement font craquer les gens parce qu'ils sont obligés d'attendre. Et ça crée quoi? De la tension, de la pression, et voilà. Et on voit qu'on a l'impression de revivre ce qu'on a vécu à un moment donné quand il y avait tous toutes les stations essence étaient fermées, tout le monde était dans la précipitation en se disant tiens, il y a une pénurie, il faut absolument faire le plein, etc. Donc voilà, on est en train de vivre en même temps un échec du gouvernement parce qu'ils sont tout simplement à la ramasse, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien. Ils sont incapables de nous expliquer d'où ça vient. Et on ne sait pas pourquoi, mais nous-mêmes, on a l'impression qu'on est en train de nous cacher des choses. Donc voilà, on se pose des questions. Bon, alors une station sur 7 d'ouverte à Gennevilliers. Voilà. Bon, merci mon Nasser, merci à toi. Dans un instant, le quiz et la battle. Doit-on légaliser le cannabis? 68% sont pour. Et vous, qu'en pensez-vous? En battle dans un instant sur France Maghreb 2, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Pierre-Henri, avec Ali sur France Maghreb 2. Bon, alors pas de quiz, on n'aura pas le temps, désolé. On va passer donc directement à la battle. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet. Alors, évidemment, ça me fait toujours rire. Parlons du cannabis, du trafic de stupéfiants, ses enlèvements, ses séquestrations, ses règlements de compte, ses trafics d'armes, augmentation, il faut le savoir quand même, augmentation de la production dans les pays producteurs. Il faut savoir aussi que les villes moyennes françaises sont de plus en plus concernées par les trafics, le narco-banditisme se développe. Donc la légalisation du cannabis est-elle l'une des solutions? Je dis bien l'une, parce que évidemment pour freiner sérieusement le trafic, c'est en débat, en battle aujourd'hui. Vous y êtes, vous, auditeurs, auditrices de France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, favorable à 68%. Qu'en pense notre ami Ali, qui va démarrer cette battle pour nous dire ce qu'il pense? Est-ce qu'il faut peut-être proposer cette solution qui est peut-être pas la solution, mais une des solutions, la légalisation du cannabis, Ali? Je pense que on va essayer d'avoir une approche vraiment économique, où on se rend compte que le marché existe. Il y a une offre, et surtout à côté, il y a une demande. À ce que je sache, on n'a pas de pub à la télévision qui incite les jeunes ou les personnes à consommer de la drogue. Donc le marché existe. On sait que l'offre arrive de certains pays, on en connaît les producteurs. Voilà. Moi, je suis pour réguler ce marché. Parce que aussitôt que le marché n'est pas régulé, qu'est-ce que ça engendre derrière? Tout ce que l'on voit aujourd'hui, les gens, la drogue qui se vend, comme je t'ai parlé dernière fois des marketplaces, il y a Amazon qui te livre à la maison. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent leur petite voiture et qui vont dans ce qu'on appelle ces fameux points de deal. Ces gens-là viennent de partout, viennent des beaux quartiers, viennent des quartiers sympas. Ça touche toutes les catégories socio-professionnelles, aussi bien le pauvre, le moyen, le cadre supérieur, l'artiste qui prend les risques d'ailleurs. Voilà, l'artiste, oui, parce qu'en général c'est le fournisseur, l'artiste. Il y a même des gens à la télévision qui quelque part, des chanteurs, des journalistes ou même des gens un peu célèbres, qui quelque part se vantent ou disent que voilà, ils ont tous un peu fumé dans leur quand ils étaient jeunes, pour la plupart. Vous avez fumé un joint? Oui, peut-être une fois quand j'étais jeune. Jamais, non. Jamais. J'ai jamais fumé. Et toi non plus, Christophe. Rassure-moi, t'as jamais fumé? Non, moi j'ai jamais fumé ça. Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Tu vois, donc dans cette salle-là, il y a au moins quelqu'un qui éventuellement aurait testé. Tu as testé déjà, Pierre, toi, quand tu étais jeune? Mon avocat n'est pas là. Donc à partir du moment, si tu veux, tu as une offre et effectivement tu as une demande, moi je pense qu'il faut réguler ça. Oui, mais après, je veux dire, Pierre, il faut aussi dire aussi que si on commence à aller sur ce terrain-là, à chaque fois on va trouver la drogue de plus en plus forte et on va pour réguler le marché. Alors je peux te faire un comparatif quand tu prends l'exemple de l'alcool. Attends, c'est une bataille, j'ai le droit de causer. Pardon. Non, moi je pense que la répression qui est engagée dans le
cadre de la prohibition est aujourd'hui inefficace, qu'elle est inefficiente et puis qu'elle est injuste. Et à partir de là, il y a deux solutions. La première, c'est la dépénalisation. Alors la dépénalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un maintien de l'interdiction avec une suppression des peines encourues. Bon, ça, c'est une option qui est parfaitement démagogique et qui n'aborde pas le vrai sujet au fond. Donc, sur le fond, moi, je suis assez proche de la légalisation. D'abord parce qu'il faut contrôler les produits en question, la qualité sanitaire des produits consommés. Et puis, si vous légalisez, d'abord, je pense que vous baissez le prix du marché, mais que vous faites entrer aussi de nouvelles recettes fiscales qui pourraient être tirées du commerce du cannabis. D'ailleurs, il y a déjà un dérivé du cannabis qui est autorisé aujourd'hui. OCB. Oui, bien sûr. Qui est déjà autorisé. Et donc, cet argent pourrait être utilisé pour... Donc demain, on va légaliser la cocaïne, le crack, je connais l'argument en disant, mais si on fait ça pour le cannabis, on va faire ça pour la coke, on va faire ça pour l'héros, on va faire ça pour le crack. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit d'un produit de consommation courante. Oui, mais il faut dangereux, mais tellement dangereux et tellement courant que c'est comme le pinard. La plupart des Français y ont goûté. Mais je ne dis pas le contraire. Mais il y a des drogues légales et il y a des drogues qui ne le sont pas. Le pinard, à ce que je sache, la consommation d'alcool d'une manière générale, et je ne veux pas m'attaquer aux producteurs de vin, etc., dont on a eu un embryon là tout à l'heure à l'antenne, mais les producteurs d'alcool, les alcooliers, bah oui, ils proposent un produit qui est fort dangereux, et pourtant vous avez de la pub à la télé. Tout à fait. Enfin, pas à la télévision parce que je crois que c'est mais il reste de la pub pour. Si, à la radio, on en a. Il y a de la pub pour la bière, pour le cidre, pour plein de trucs. Voilà. Et donc, je pense que sur le cannabis, compte tenu de la consommation, je crois que il y a je me souviens plus des chiffres, mais qui sont exorbitants du nombre de Français et de Françaises qui consomment ou qui disent avoir consommé. Donc voilà la raison pour laquelle... Mais je suis étonné d'entendre Ali d'être favorable à la légalisation d'une drogue. Mais il est laxiste. C'est bien connu. Alors la légalisation, Christophe, ça n'est pas la promotion. Mais c'est bien ça. Alors attends, je peux te dire que... Attends, je termine. La légalisation, c'est pas la promotion. La première chose, ça c'est très important. Oui. Et puis surtout, tu es en train de dire l'héroïne, la coke. Bah oui. Alors je peux te poser une question? Aujourd'hui, c'est interdit. Aujourd'hui, c'est interdit. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la coke et de l'héroïne? Tu peux en acheter? Oui. Alors, si tu peux en acheter, donc, quelle est la différence? Qu'est-ce que ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ça veut dire qu'on va... Non, mais ça va changer quoi? T'as jamais dit qu'on allait faire du commerce. Non, mais ça va changer quoi par rapport à aujourd'hui? Je te pose une question. Aujourd'hui, il y a des gens. On aura le droit de consommer un produit sans risquer d'aller en prison ou d'aller. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens consomment de la cocaïne et de l'héroïne? Oui. D'accord. Est-ce que tu crois parce que demain tu crois que tu vas légaliser, t'as des gens qui demain matin vont plus consommer de la cocaïne ou de l'héroïne? Non, pas forcément. Bah voilà. Donc CQFD. Voilà. Ceux qui donc tout va bien en fait. Non, j'ai pas. Attention. Je te donne un exemple sur l'alcool. Bah tu as des alcools, je suis pas spécialiste de l'alcool, tu as des alcools. Il y a un lobby aussi en France. Oui, non, mais est-ce que pour autant. Il y a déjà des ministres qui ont essayé de toucher à ça et ils se sont vite fait calmer. Alors, moi, personnellement. Pour une raison très simple, c'est que c'est aussi un marché à l'exportation, à l'importation, et que il y a des emplois qui sont derrière. Et puis, l'alcool tue. Mais bien entendu. Et donc, ta question, c'était faut-il légaliser? Et bien, la réponse, elle est oui, il faut légaliser. Et je dirais. Et ça ne veut pas dire qu'on est laxiste et qu'on est pour la consommation des drogues dures. Voilà. Alors l'argument de la drogue dure. Arrêtez de nous accuser de tous les mots. Je fais pas la promotion. Alors que nous sommes des gens sérieux. Allez, je siffle cette battle vraiment loupée totalement. Voilà, je suis concerné. Bon, allez, rendez-vous demain les amis. Il est temps qu'on s'en aille. Merci mon Pierre-Henri. Oui. Merci mon Ali. Merci. Et rendez-vous demain avec Tarek Pami et Sofiane Garbaoui notamment. Et puis n'oubliez pas les plans pour l'essence, il y en a. Ah ouais, non mais demain, attends, à partir de demain, je vais lancer la rubrique
à la recherche du carburant. Et puis envoyer des produits pour que Ali arrive à l'antenne beaucoup plus détendu. Voilà. Alors une analyse sur la ceinture pour terminer l'émission, Pierre. Franchement, non, je me rends compte que c'est très difficile. C'est très difficile de défendre le gouvernement quand même. Hein. Ah oui. Oui, surtout en ce moment. Voilà. Ouais. Mais Pierre-Henri, il essaye pourtant. Il lâche pas l'affaire. À demain, les amis. Allez. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fraud de 16h à 18h. Le Ciné Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinéparis.com. C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Fraud sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci à vous d'écouter France Maghreb 2 dans un instant Medjet, juste après le journal, puisqu'il est exactement et précisément sur France Maghreb 2, 18h. Bonsoir.